Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier. Et comme je voudrais le mentionner, à Québec, il fait très beau, mais c'est un petit peu froid. C'est sûr qu'on est une ville nordique et dans le mois de janvier, c'est normal qu'il fasse froid. Sur ma petite... Là, nous allons continuer l'économie américaine. Nous allons faire la petite capsule numéro 2. Mais hier, un de mes confrères que j'ai rencontré ce matin m'a fait un petit reproche que quand j'ai parlé de la guerre, les Américains, et il dit, t'as pas dit que le Canada avait participé en guerre aussi. Ça, c'est vrai. Mais sauf que l'importance des Américains était tellement... C'était une guerre mondiale. Tout le monde a été obligé d'embarquer là-dedans. Mais la force des Américains était tellement supérieure à tout le monde que... Puis je parle d'économie américaine. Ça fait que... Je voudrais faire une petite mise au point. Je ne veux pas blesser personne avec ça, là, parce que il y a un de mes confrères qui me dit que c'était pas correct. Bon. Si vous voulez, on va revenir maintenant sur le partie 1. On a vu comment est-ce que le dollar américain avait été accepté par la communauté internationale comme la monnaie d'échange. Et qu'en 1970, Nixon avait enlevé le talon or pour garantir le dollar, parce qu'on avait besoin d'imprimer de l'argent pour payer la guerre du Vietnam. Là, nous allons traiter, dans la capsule numéro 2, de l'économie américaine encore, mais de 1989 à l'an 2000. Comme on le sait, en 1989, il y a eu un petit crash boursier. C'est-à-dire que c'était un crash d'une certaine importance, mais il n'a pas duré longtemps. C'est à ce moment-là que le président de la Fed, Alan Greenspan, pour... stimuler l'économie américaine, a décidé de jouer la politique des taux d'intérêt bas. Autrement dit, on prêtait de l'argent en bas du taux d'inflation. Ce qui est un non-sens, surtout pour les épargnants, parce que quand on prête de l'argent en bas de l'inflation, celui qui a de l'argent en banque, ben, même s'il ne dépense pas, l'année d'après, il est plus pauvre, parce que son argent a perdu de la valeur, dû à l'inflation qui est supérieure au taux d'intérêt. Mais de toute façon, l'économie américaine en 1990 est encore très très importante, et c'est eux autres qui menaient. Bon, on n'avait pas un mot à dire là-dessus, là, mais c'est eux autres qui menaient. Ça fait qu'Alan Greenspan, là, il a adopté la politique des taux d'intérêt bas. Fait qu'à ce moment-là, ça a stimulé l'économie beaucoup, parce que l'argent coûtait de moins en moins cher. Mais ça, c'est encore un arme à deux tranchants. Comprenez-vous? Ça peut... C'est très, très bon à court terme, mais à long terme, c'est pas mal moins bon qu'on pensait. En plus de ça, en 1994, le président Clinton décide de déréglementer encore plus les banques aux États-Unis. Là, les banques avaient le droit de faire quasiment n'importe quoi. Ils vendaient de l'assurance, et en tout cas, ils voulaient créé un dénommé Larry Summers, là. Ça, c'est un économiste, je pense, de Harvard, là, qui disait que en créant un guichet unique, là, ça allait améliorer beaucoup l'économie. Dans un sens, c'était vrai, parce que l'argent est devenu facile à emprunter, elle coûtait pas cher, et là, ça favorisait un peu tout le monde. Et tout le monde qui voulait emprunter, évidemment, ça c'est la construction, tout marchait rondement dans ce temps-là. Et qu'est-ce que ça a amené, ça, les banques? Là, ils se sont préparés avec le guichet humide et avec le guichet unique, là, ils ont créé toutes sortes de structures de produits dérivés, si vous voulez. Comme quand il y a une game de hockey ou un combat de boxe, là, les produits dérivés, c'est rendu que c'est presque plus payant que le combat lui-même, parce qu'ils vendent toutes sortes de petites bebelles là, un peu partout dans le monde. Là. Des gants de boxe, des effigies des boxeurs, en tout cas, mettez-en. Le hockey, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, c'est mondial. Si vous voulez, on a la télévision, l'Internet, puis tout le monde peut participer à une coupe de hockey qui soit jouée à Moscou, à Tokyo, en Chine, n'importe où. Tout le monde peut regarder ça. Ça, c'est ce que ça a amené, c'est que là, ça a amené là, un genre de free-for-all, si vous voulez. Là, tout le monde faisait de l'argent comme de l'eau. Ceux qui investissaient à la bourse montait tout le temps. Et il y avait le Nasdaq dans ce temps-là, qui est encore là aujourd'hui.
Là, le Nasdaq, c'est une bourse qui a quasiment parti en peur. Comprenez-vous? Veut pas, là, il se créait toutes sortes de poules en Californie. Il les faisait un pool le matin, il réunissait peut-être 7 plus grands financiers. Là, il disait, on va mettre une dizaine de millions là-dedans, on va faire un petit business, puis on embarque ça sur la Nasdaq, puis ça va décoller. Ça, c'était vrai. Ça décollait, puis ça partait en peur. Jusqu'à temps que, c'est sûr que c'est bon, comprenez-vous, mais on n'a rien pour rien. Fait que, comment est-ce que ça marchait aux États-Unis? C'est que la Wall Street, la Fed, puis Washington, ça c'est quasiment, comme on dirait, ils sont tous parents de la fesse gauche. Autrement dit, ils se connaissent tous, puis ce sont tous des amis, de proches ou des amis du point de vue financier. Fait qu'à ce moment-là, c'est eux autres, dans ce temps-là, qui contrôlaient pas mal l'économie. Fait que là, tout le monde avait du fun, tout le monde s'enrichissait, puis c'était plaisant. Comprenez-vous? Puis même Greenspan, dans ce temps-là, parce qu'on sait que les taux d'intérêt aux États-Unis sont relevés ou ajustés à tous les, je pense, c'est 3 mois, c'est surtout le jeudi que ça se fait. Puis là, le matin de la bourse, quand tu ouvert le jeudi, là, tout le monde, là, c'était tranquille. Là. Et monsieur, là, ça grouillait pas partout. Il attendait Greenspan. C'était considéré comme le pape de la finance américaine dans ce temps-là. Quand Allen baissait le taux d'intérêt d'un quart de point, alors là, c'était épouvantable. La bourse partait un peu. Elle pouvait gagner 500 points dans une journée. Puis autour de là, c'était parti pour la gloire. Fait que ça a fait un temps. Et le Nasdaq, sur la fin... Avant d'arriver aux années 2000, il était presque rendu à 4000, imaginez-vous. Puis il y a même des spécialistes là, qui se disaient que le Nasdaq allait atteindre 5000 points. Mais dans ce temps-là, tout le monde, il n'y avait pas grand naïf. Là. Tout le monde croyait ça un peu. Là. Comprenez-vous que ça pouvait monter jusqu'à 5000. Fait que tout le monde investissait là-dedans. Moi, j'ai connu ben du monde à Québec, là, des gars de mon temps là, qui se sont... ils ont embarqué là-dedans, mais il y en a qui ont fait de l'argent, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une mousse de gang qui ont perdu beaucoup d'argent parce que quand le Nasdaq s'est écroulé en 2000, là, ça a pris tout un débarque. Fait que tous ceux qui avaient des actions sur le Nasdaq, là ils disaient, il ne faut pas vendre, ça va remonter, puis bon. Fait que ceux qui ont resté là-dedans, ben, ils ont quasiment perdu leur chemise. Ça, c'est l'écroulement aux États-Unis, ils parlent du dot-com bubble. Ça, c'est le marché des technologies s'est écroulé en l'an 2000. Puis dans ce temps-là, un peu avant ça, c'était Bernard Madoff qui était le président du Nasdaq, là, le gars, le voleur qu'on a connu, là, qui est en prison pour le restant de ses jours, là, qui a fraudé ses chums pour 50 milliards de dollars. Là. Fait que là, on s'est assis. Tout le monde s'est assis, là, puis là, ça pleurait. Il y a du monde qui disait, c'est épouvantable, c'est ici, puis c'est ça. Puis moi, je me souviens, il y avait un grand économiste anglais, mais je me souviens plus de son nom. Il est décédé, malheureusement. Que lui, il faisait des enregistrements vidéo dans les années 70, là, puis il parlait des banques, puis tout ça, là. Puis il disait qu'en somme, qu'on n'a rien pour rien. C'est des choses qui sont faciles à avoir. Là. Méfiez-vous de ça, parce que ça ne peut pas durer. Quand on travaille pour gagner notre vie, on travaille fort, puis l'argent ne pousse pas dans les arbres, là. Puis quand il y a des choses de même qui se produisent, ben tout le monde veut ramasser le magot. Mais quand il y a des affaires de même qui arrivent, généralement, il y a un petit groupe qui vont faire de l'argent. Mais quand tout le monde embarque de l'argent, là-dedans, pensant qu'il va faire de l'argent, ben là, tout le monde va perdre. Ça a été comme en 1929, là. Avant le crack boursier, tout le monde avait de l'argent en bourse, les travailleurs, même les cireurs de chaussures, ils achetaient de la bourse, ça montait tout le temps. Mais ce monde-là, ils ont tout perdu. Ça fait qu'à ce moment-là, là, tout était organisé avec la déréglementation des banques. Je vais terminer là-dessus. Là qu'il avait organisé, là, autrement dit, il avait organisé le système là, pour que les gros puissent s'emplir les poches à volonté. Fait que tous les produits dérivés étaient en place. Là. Tout est en place pour partir de 2000 à 2009, là pour faire de l'argent énormément. Mais on va voir ce qui est arrivé. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de monde qui ont perdu de l'argent. Puis il y a beaucoup d'Américains qui sont encore dans la misère à cause de ces produits-là.
Dans la troisième capsule, on parlera de 2000 à 2009. Et on parlera des fameux subprimes, là, tous ces produits dérivés-là là, que Wall Street vendait un peu partout dans le monde comme des AAA, puis c'était de la scrap, c'était bon. Hein. C'est pareil comme vous prêtiez 10 000, je ne sais pas moi, un gars qui est sur le bien-être social, puis vous lui donnez un papier comme quoi que lui, c'est un toit, il va payer. Il ne peut pas payer, il vit sur le BS. Bon. Fait que sur ce, je vous dis merci et bonne journée. Et dans ma prochaine capsule, ben, on va parler de 2000 à 2009. Merci, bye, merci et bonne journée. Bye.